Dans l'épisode du podcast d'aujourd'hui, j'ai reçu Leslie Coutran, avec qui j'ai eu la chance de discuter sur notre addiction aux réseaux sociaux. Leslie, c'est une actrice française qui est aussi réalisatrice et qui s'intéresse énormément aux causes environnementales et aux réseaux sociaux. Si, comme moi, vous avez un petit problème d'addiction à Instagram et à votre téléphone en général, je pense que l'épisode d'aujourd'hui va beaucoup vous plaire. Vous pouvez retrouver gratuitement la transcription en cliquant sur le lien disponible dans la description. Vous n'aurez qu'à entrer votre adresse mail et vous recevrez dans votre boîte mail le PDF qui contient la transcription, mais aussi une liste importante du vocabulaire et quelques questions de compréhension. Et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Leslie. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Merci. Tant mieux. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à cet épisode de podcast. Merci d'avoir pensé à moi et de m'accueillir. Je suis très contente de te recevoir parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet sur lequel on est vraiment tous concernés, qui est celui des réseaux sociaux. Donc, c'est un petit peu une experte dans ce domaine. Et je sais que tu as un parcours, on va dire une carrière assez atypique, puisque ce n'est pas du tout le sujet que tu as commencé à étudier. Tu avais une carrière d'actrice par laquelle tu as débuté. Et ensuite, tu as un peu changé d'univers et étudié justement la question des réseaux sociaux, des enjeux un peu plus de société, etc. Est-ce que tu peux te présenter et raconter un petit peu ce parcours pour les gens qui nous écoutent? Donc, il faut que je résume 25 ans de ma vie en 2 minutes. Donc, ouais, à l'origine, j'étais actrice. En fait, j'avais toujours voulu être actrice depuis toute petite. Je ne me souviens pas vraiment d'une période où je n'ai pas voulu être actrice. Donc, c'était assez évident pour moi, même si ça ne l'était pas du tout pour mon entourage à l'époque, parce que je venais de Chamonix, donc plus prédestinée. Si j'avais annoncé vouloir être championne de ski mondiale, ça aurait eu plus de légitimité que si j'avais dit je vais être actrice, étonnamment. Mais étant très mauvaise en ski, il me restait pas d'autre option. Voilà. Moi, je serais actrice. Non, c'était vraiment une envie, vraiment un rêve que j'avais. Et donc, je suis partie très vite aux États-Unis parce que j'avais beaucoup d'ambition quand j'étais petite et peut-être aussi un petit bagage de choses à prouver, mais j'avais la niaque et je me suis dit, j'avais fait tout un plan de vie en disant voilà, je vais aller aux États-Unis, je vais apprendre l'anglais, je vais revenir, je vais apprendre l'acting dans une école de théâtre, après je vais devenir actrice, après je retournerai aux États-Unis, après je deviendrai américaine, après j'aurai un Oscar. Tracé. Bon, alors je n'ai pas eu d'Oscar, mais plein de choses se sont passées au passage sur ces rêves, ces ambitions que j'avais. Alors c'était un petit peu aussi impulsif que quand j'ai voulu démarrer, hein. Ça a été du jour au lendemain. Je ne sais pas si c'était la bonne stratégie. Pendant des années, j'ai dit j'y retournerai pas. Là, ça fait maintenant 8 ans et j'avoue, peut-être oui. Mais ce ne serait pas pour les mêmes raisons. Donc voilà, ça a été assez radical le changement et ça a entraîné tout un changement de vie. D'où mon intérêt sur les réseaux sociaux et sur les médias, qui est né en fait de ce changement de valeur aussi qui accompagnait ce changement de vie. Et en interview, on me demandait pourquoi j'avais arrêté aussi vite, aussi radicalement et d'un seul coup. Et je me suis rendu compte que peut-être que mon envie d'être actrice de l'époque, de quand j'étais petite, la petite fille en moi, venait d'une forme de conditionnement que j'avais eu dans les années 90. Alors bon, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, hein. On était OK Podium Magazine, Téléstar, c'était quoi? Salut, oh je sais plus, je m'en rappelle plus. Il y avait Belle et Jolie, je me rappelle. Non, Jeune et Jolie. Oh mon Dieu. Ah oui, Jeune et Jolie, c'est vrai. C'était vraiment les grands classiques de l'époque. Et les séries télé. Voilà, tout ça m'avait en fait fait fantasmer une vie qui me paraissait, je sais pas, remplir des cases de succès qui m'auraient permis peut-être d'être acceptée, d'être admirée, d'être aimée, et qui était peut-être une façon pour moi de me protéger, où quand on n'arrive pas à prendre sa place en tant qu'enfant, enfin en tout cas c'était mon cas, c'était soit j'essaye de faire partie du groupe, bon j'y arrive pas, soit je me recule, et en me reculant, il fallait trouver une issue de secours, donc je me suis dit, eh ben je serais
connue. Oui, Je serai actrice et comme ça, plus personne ne m'embêtera. Et après, je trouve qu'il y a aussi à chaque période de vie ses envies, en fait. Oui. On pense quand on est petit, on nous demande toujours qu'est-ce que tu feras quand tu seras plus grand, mais ça veut pas dire que tu le feras toute ta vie. Ça veut dire que quand tu deviens adulte, adulte, quand tu as 18 ans, t'espères prendre cette direction et réussir cet objectif, mais en plus, ça se fait de plus en plus aujourd'hui, quoi, de gens qui se rendent compte que finalement, ça correspondait pas complètement au style de vie qu'ils ont envie d'avoir. On change, on le monde aussi. Ouais. Et en plus, je trouve ça... c'est profondément injuste et quel poids on pose sur les épaules d'un enfant qui a 10 ans, 8 ans, 6 ans. Allez, lui poser une question où on n'est même pas capable, nous, la plupart des adultes, de répondre. Et c'est tiens, je te donne cette responsabilité de répondre à la question dont je ne suis toujours pas capable de me répondre tous les matins. Que vas-tu faire de ta vie? Et c'est comme si on n'avait plus le droit et ça devenait figé dans le temps. Et peut-être qu'un enfant répondra j'ai envie d'être chocolatier parce que la veille, il a mangé du chocolat. Il pourra peut-être répondre j'ai envie d'être acteur parce que c'était comme hier, c'était les Oscars, donc c'était dans l'actualité, il l'a entendu, il a vu à la télé que les gens admiraient ces personnes, il dit ça a l'air cool. Peut-être il y aura une petite fille qui tout d'un coup, elle a été sur un chantier, elle a vu un super, pelleteuse et elle s'est dit ça c'est génial, et tout d'un coup où on va dire tiens là elle a eu un bon devoir en maths, t'es vraiment bonne ou t'es vraiment bon, et tout d'un coup on fiche ça dans le temps et comme si on voulait attribuer des qualités à l'enfant qui en fait était peut-être juste un moment, un passage. Oui, et puis j'ai l'impression qu'en France aussi, on aime bien quand les gens font une seule chose et qu'on sait les définir par le nom de leur métier, en fait. Ouais. On a du mal, là où aux États-Unis, c'est quand même beaucoup moins le cas, j'ai l'impression, où on a des artistes qui sont chanteurs, acteurs, producteurs, etc. En France, on aime bien quand un chanteur, c'est un chanteur. Ouais. Et s'il commence à se dire, je vais peut-être faire du cinéma, on dit, ouf, je sais pas si... c'est chacun sa place. Ouais, chacun sa place, on aime bien ça. Et c'est aussi, pas que dans le milieu artistique. Parce que je trouve les carrières à slash, par exemple, c'est très compliqué d'accepter en France. C'est soit t'es journaliste, soit t'es boulanger, soit t'es, je sais pas, tu travailles au CCAS à la mairie, mais tu peux pas être au CCAS à la mairie, avoir ta chaîne YouTube et puis peut-être avoir une carrière de pâtissière sur le côté. En fait, c'est pas vraiment accepté et c'est limite vu comme quelqu'un qui s'éparpille, alors qu'en fait, c'est peut-être quelqu'un qui se... au contraire, qui se nourrit de tout ça et qui va peut-être le faire encore mieux parce qu'il y aura des complémentarités et ça va être des zones compartimentées ou alors qui se rencontrent à des moments de la journée. Donc, aux États-Unis, c'est plus facile de cette manière-là. Même aux États-Unis, ça pousse à l'extrême. On invente des métiers avec un petit peu des bullshit jobs. C'est un peu du grand n'importe quoi. Toujours qu'ils prennent les choses un cran au-dessus, en bien ou en pire. Et alors, pour en revenir à la question des réseaux sociaux, toi, quand est-ce que tu as commencé à vraiment t'y intéresser plus en profondeur et pourquoi? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un espèce de déclencheur un peu Alors, le déclencheur, c'était de me rendre compte de l'impact des médias sur moi quand j'étais jeune et de voir l'impact que les réseaux sociaux, en tout cas la place que les réseaux sociaux prenaient au niveau dans ma vie quotidienne et dans ma carrière, en fait. Je crois que c'est en 2000... donc, j'ai joint Instagram assez tôt. C'était en 2011, je crois, quand j'ai fait mon profil. Donc, bien avant que ce soit vraiment la vague française, qui était plus 2015, 14-15, je dirais. Je crois que première photo que j'ai postée, ça devait être 2013. Ouais. Mais au début, il n'y avait personne sur Instagram. Non. Puis, il ne se passait pas grand-chose non plus. Non. Et du coup, c'était peut-être... c'était beaucoup plus sain parce qu'il y avait moins de calculs. Une fois qu'il y a eu les premières vagues, surtout aux États-Unis, c'était le pré-influenceur, on va dire, qui arrivait. On n'avait pas encore défini ça, il n'y avait pas vraiment de mots. Ça devenait... c'était vraiment la période de la selfie mania. Oui. Je ne sais pas si on dit le ou la selfie en français. Moi, je dis un selfie. Je dis là, parce que je pense à une photo. Mais sinon, en plus, c'est selfie IE, donc t'as l'impression que c'est un mot féminin. Mais moi, je dis un selfie. À vérifier. C'est comme le gros débat avec date. Tout le monde en France dit un date. Je suis là, mais c'est une date.
Pourquoi vous avez compliqué les choses? Je sais pas. Tu vois, et c'est, enfin non, je sais pas, c'est quelque chose qui me trouble. Il y a des choses qui sont fois. pas très claires. Hein. Je pense on accepte c'est comme la Covid, on fait ce qu'on veut suivant les humeurs. Je sais que c'est normalement la Covid. Bon, beaucoup de gens disent le. Bref, désolée. Sidetrack. Pour revenir, oui, donc c'était les selfies. Donc c'était un gros phénomène et je voyais de plus en plus d'actrices qui étaient dans les séries, on va dire, un petit peu à succès de l'époque américain. Moi, je passais ces castings à l'époque. Je me retrouvais souvent en option, ce qui était hyper frustrant. Je ne les avais pas, mais j'étais dans les dernières, donc c'était toujours à 2-3 décisions ou 2-3 oui. Et je me suis mise à vouloir faire la même chose pour un petit peu construire mon following. Enfin, on n'appelait pas vraiment comme ça à l'époque, mais pour avoir ce poids devant les directeurs de casting. C'est vrai que le nombre d'abonnés, ça donnait un peu de crédibilité et de valeur. Mais c'était moins défini à l'époque. Et après, c'est devenu où là, il commençait à avoir des marques qui commençaient à donner des choses gratuites, des choses comme ça, pour être vues sur Internet avant que ça devienne un réel business. Et je pense que l'attrait de ça a commencé à me faire poster ce genre de choses. C'était vraiment la mode, les trends, surtout à Los Angeles. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite, en 2014-2015, que je commençais à faire des choses pour poster en disant « Ouais, j'étais à cette soirée, ouais, j'étais dans ce resto », taguer le restaurant, taguer les personnes des soirées, aller à Coachella, tout ce genre de choses. Et c'était un petit... Maintenant, je regarde, je me dis « Mon Dieu, c'était ridicule ». Pour ma VTF1, j'allais à Coachella en voiture et non en avion vu que j'habitais à 2 heures. mais voilà, c'était en fait je me dis avec un petit peu de recul, c'était triste parce que je m'oubliais complètement. Et je pense qu'on était beaucoup à s'oublier complètement. Et en même temps, il y avait une part de fun là-dedans qui était plus innocent. C'était moins calculé. On connaissait moins les conséquences et l'impact de ça, ou en tout cas les opportunités. Donc, il y avait peut-être un peu plus d'innocence là-dedans. Oui, ça restait pour le regard des autres, mais c'était moins un niveau de marketing professionnel comme ça l'est devenu aujourd'hui. C'était moins business, mais par contre, ça avait un réel impact psychologique et je pense que c'était un petit peu le guinea pig, les années essais où on ne parlait pas encore trop des effets et je me suis rendu compte que ça avait donc eu beaucoup d'impact pour moi et que je commençais à vivre comme ça et que ma carrière a encore plus appuyé ces effets négatifs et m'a encore plus influencée à rester dans une voie où j'essayais à tout prix d'avoir des rôles ou des campagnes, parce que j'étais mannequin aussi à l'époque, avoir certaines campagnes pour après en parler sur Internet, pour poster. Et je me suis rendu compte que je passais plus du temps à faire un post et à écrire une jolie caption ou des photos que de vraiment prendre plaisir à faire le job. Et quand j'ai commencé à travailler... Oui, donc en fait, ça s'était inversé petit peu le rapport entre ta carrière et les réseaux sociaux. Exactement. Les réseaux sociaux devenaient une fin en soi ou pour prouver que oui, je bosse. Mais en fait, quand je bossais un peu moins, dès que j'avais un job ou que j'étais sur un plateau, il fallait tout de suite que je mette en valeur. Et ça, en même temps, je comprends parce que c'est aussi à toute époque, faut bien qu'on mette en avant ce qu'on fait. Sinon, on reste tout chez soi. Il n'y a pas de mal à être fier des étapes qu'on passe, des jobs qu'on fait, des projets qu'on crée. Au contraire, c'est même très sain. Et je pense que la fausse modestie est aussi négative et autant d'impact négatif que d'en faire trop. En fait, il y a un vrai juste milieu. Mais en tout cas, moi, ça m'a fermée dans une case où j'arrivais pas à m'imaginer faire autre chose. Et quand j'ai commencé à avoir d'autres envies, je m'empêchais de me l'avouer comme pour... en fait, j'avais peur, je pense, du regard des autres, comme s'ils allaient voir ça comme une forme d'abandon. Et j'avais un peu de... Ouais, c'était beaucoup de honte, en fait. Comme si j'osais plus affirmer ce que je voulais faire.
par peur des représailles, du jugement par rapport à ma valeur en tant qu'actrice ou en tant que personne. Oh, elle n'a pas assez d'ambition, elle n'a pas assez essayé, ou des choses comme ça. Donc en interview, on m'a posé ces questions et j'ai commencé à parler de ça. Et j'ai commencé à parler de l'impact des réseaux sociaux. Et puis après, quand j'en ai parlé, je travaillais sur un documentaire à côté. Il s'est passé quelques années. J'ai annoncé que j'arrêtais de jouer pour un temps. On s'est trouvé que c'est resté très longtemps, jusqu'à aujourd'hui. Assez vite, hein, j'ai affirmé que cette pause était en fait définitive. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à travailler sur d'autres projets je portais, où en fait, je me rendais compte que quand je postais dessus, c'était juste parce que j'avais vraiment envie de partager ce bonheur que j'avais vécu en le faisant. Et là, il s'est vraiment passé... Ouais, c'était très différent en fait. C'était plus du tout la même, les mêmes tenants et aboutissants. C'était pas les mêmes intentions derrière en fait. Donc le rapport finalement, il s'était réinversé dans le bon sens. Dans le bon sens. Ouais. Tu partageais quelque chose qui te faisait plaisir et t'attendais pas je m'en fichais en fait. Ou que les gens voient ce que tu postes. Ouais. Mais par contre, c'est là où je me suis rendu compte que ces posts-là avaient beaucoup moins d'attrait, ou en tout cas d'attraction, que les selfies à moitié mouillées, sexy, en sortant de la piscine, avec une photographe extraordinaire, mais qui avait passé 3 heures pour me rendre glamour ce jour-là. Mettre la bonne mèche de cheveux à l'endroit exact. Espèce de gel pour que l'eau tienne. Tout ça, en fait, après j'ai fait un TED là-dessus, parce que quand je me suis rendu compte de la différence, j'ai commencé à plonger vraiment dans le sujet et à vraiment parler de l'impact des réseaux sociaux aussi sur nos comportements, sur nos rêves, sur nos envies, sur comment ça commençait à sculpter un petit peu les ambitions qu'on avait, parce comme si on devenait en fait cette vitrine qu'on avait montrée sur Internet, et on va aller suivre ça pour pouvoir poster de plus en plus, ou être influencé par des posts de personnes où on se dit « Ah, ça a l'air génial, que la personne a l'air heureuse », et en fait, si nous, on vivait ce moment, c'est pas dit que ça nous satisfait ou que ça nous remplisse, ou même ça va peut-être même nous emmerder, soyons honnêtes. Oui. Donc j'ai fait cette expérimentation à poster des choses différentes. Et en fait, les posts qui m'ont fait le plus plaisir et qui étaient le plus important, c'est ceux qui ont reçu le moins de likes possible, d'engagement. Et en fait, à partir de là, je me suis vraiment plongée dans le sujet et j'ai commencé à rechercher là-dessus, à faire des talks, à aussi faire des workshops pour essayer de plus se déconditionner. C'était pas forcément pour arrêter les réseaux sociaux, parce que je pense que les réseaux sociaux, c'est ni mal ni bien, c'est un outil, encore une fois. Aujourd'hui, ça a beaucoup d'effets négatifs parce que notre comportement nous pousse à ça, la société nous pousse à ça, le conditionnement social, l'économie nous pousse à ça. Mais on a quand même une part de responsabilité. Il ne faut pas se cacher que derrière, oui, c'est la société. Enfin, la société, c'est nous. Qui faisons la société aussi. Parce qu'on se laisse embarquer dans des plateformes qui essayent de nous rendre accros, mais on en est tous conscients dès le départ. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu le mécanisme des réseaux sociaux et pourquoi on devient autant accro aussi facilement En fait, il faut se rappeler que les États-Unis, oui, les réseaux sociaux sont nés aux États-Unis, mais les réseaux sociaux, c'est des sociétés qui doivent générer du profit. S'il n'y a rien à vendre, il faut bien que quelque chose soit vendu à un moment donné pour amener de l'argent. Donc, si nous, on ne paye pas, on devient le produit. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux, c'est que toutes nos habitudes, donc tout ce qu'on fait, les likes, le temps qu'on passe sur une photo, l'attention qu'on porte sur un post, les shares, les comments, voilà, toute l'activité qu'on a, tout ce qu'on poste est décrypté par des algorithmes, c'est décrypté aussi par l'intelligence artificielle qui fait des profils sur nous et qui arrive en fait à se dire, bon bah voilà, en France, on a des jeunes qui sont un petit peu peut-être déprimés en ce moment, qui sont à fond, je sais pas, K-drama, qui vont écouter tel chanteur, telle chanteuse, ils sont plus à même à acheter ce genre de chaussures, voilà les trends, enfin voilà. On va faire des profils sur nous. Donc en fait, à chaque fois qu'on poste, à chaque fois qu'on fait quelque chose, ou même le temps passé, donne des informations sur notre personnalité.
Et c'est ces data qui va faire la valeur des réseaux sociaux. Leur intérêt, c'est qu'on passe le plus de temps possible. Tout a été étudié pour qu'on passe le plus de temps possible. Et d'ailleurs, à l'époque, vraiment dans les débuts de Facebook, les feeds apparaissaient chronologiquement. Donc, dès qu'on avait tout vu sur les 200 personnes qu'on suivait, OK, là, il a posté ça, on arrivait à la fin. Il y avait une fin. Maintenant, il n'y a plus de fin parce qu'il n'y a pas de chronologie. C'est juste, on va nous envoyer des informations de personnes qu'on ne connaît pas à l'autre bout du monde, qui n'a aucune importance dans notre vie. Mais à force, on va peut-être se mettre à les suivre et tout d'un coup, ces personnes vont avoir une influence sur nos vies, sur nos comportements, sur nos désirs, sur notre bien-être, sur notre dépression peut-être, sur notre santé mentale. Alors que ces personnes, on ne sait même pas qui elles sont dans la vraie vie. Ça se trouve, même ces profils, certains sont de l'intelligence artificielle actuellement. Et c'est ça qui est un petit peu terrible, de se dire que non seulement ces boîtes, maintenant, elles ont de l'impact donc sur nous, sur nos envies, donc sur qui on est au final, mais elles ont aussi de l'impact sur nos comportements qui en découlent, sur si on va les pousser à consommer quelque chose, ça va aussi pousser une certaine forme d'économie, un certain système, donc le système capitaliste. Ça va avoir de l'impact sur les ressources, parce que pour faire tous ces produits qui sont vendus, qui sont poussés sur les réseaux sociaux, il faut des ressources, il faut de l'énergie, ça a de l'impact donc sur la planète. Et en fait, on se rend compte qu'on est instrumentalisé pour penser, pour ressentir, pour agir d'une manière qui est peut-être complètement éloignée de ce qui nous ferait du bien à nous, tout en ayant un impact qui, à la fin, nous détruit, en détruisant notre environnement, tel que la planète ou les régions dans lesquelles on vit, Donc, et en même temps, c'est des outils qui peuvent être hyper forts pour pouvoir mettre en valeur tout ça et sonner l'alarme, en fait. Oui, c'est ça, parce que, alors, moi, dans mon cas, par exemple, j'ai Instagram et j'ai vraiment un rapport en anglais, on dit love and hate. Je ne sais pas si on a une expression en français, mais vraiment, j'adore pouvoir rester en contact avec mes amis. J'adore pouvoir suivre aussi des gens qui sont un petit peu activistes, qui vont justement parler de tous ces sujets de préservation de la planète, etc. Mais je sais, en même temps, tous les inconvénients, tous les aspects négatifs et même sur ma santé mentale, je me rends compte que quand je suis souvent sur Instagram, mentalement c'est un petit peu moins cool que d'habitude. Mais est-ce que du coup c'est possible ou est-ce que c'est un peu utopique de dire non, je vais réussir à avoir une utilisation raisonnée d'Instagram? Parce que c'est un peu comme les alcooliques. Est-ce qu'ils doivent vraiment rester éloignés de l'alcool toute leur vie, ou est-ce que s'ils disent bon allez, un petit verre une fois tous les 6 mois, c'est pas grave. Moi je compare vraiment ça à de l'addiction. Je compare vraiment ça à de l'addiction parce que je sais que même si j'ai réussi à pendant un temps, là en ce moment pas du tout, avec l'actualité qui se passe et tous les groupes d'activistes que je suis, certains profils que je suis, je passe plus de temps pour être sûre d'avoir certaines informations dont j'ai besoin dans le travail aussi. Donc j'avoue que je me laisse un petit peu happer par ça et que ça a un énorme effet sur ma santé mentale. Vraiment, c'est assez catastrophique en ce moment. Pendant la période où il y avait le plus d'équilibre, on va dire, je ne sais plus ce que c'était la question. Ah oui, comment... Une utilisation raisonnée. Raisonnée... Je pense qu'au début, c'était plus simple. En 2017, 2018, 2019, 2020, jusqu'à Covid. Pour moi, c'était plus simple d'avoir des limites. Ça a été beaucoup plus compliqué une fois que j'ai été plus engagée et que les réseaux sociaux sont devenus un moyen de travail. C'est ça le problème. Et là, ça a été... Alors moi, ce serait plus dans le militantisme ou en tout cas pour des projets engagés. Mais ça peut être le même problème pour une personne, je sais pas, qui est humoriste et qui dépend de ça, malheureusement. Et c'est tout un métier, en fait, qui n'a rien à voir avec l'humour, que de faire des posts, que de faire du montage. Comme toi. Toi, ton métier, c'est de créer du contenu pour aider les personnes avec la langue française. Et tu te retrouves, en fait, avec un chapeau de monteuse, créatrice, réalisatrice, tu fais... un nouveau métier où tu dois tout faire. tu as 20 casquettes différentes et certaines casquettes sont beaucoup trop lourdes, mais plusieurs casquettes, en tout cas posts qui sont autour de ces contenus n'existent. On ne serait pas obligé de les avoir si on n'avait pas les réseaux sociaux. Et c'est un temps
qu'on passe du coup à faire ça pour rentrer dans un système, mais en même temps, on dépend tous de ce système. Je pourrais pas dire, j'ai une amie qui vit voilà, c'est un vrai challenge pour elle, et on parlait de ça parce qu'elle est humoriste, elle est extraordinaire, mais en même temps, quel poids de devoir dépendre des réseaux pour pouvoir remplir des salles. Et de l'algorithme aussi, c'est pas tellement forcément un contenu qui est mauvais, Exactement. Ou bon, mais est-ce que c'est le contenu qui intéresse? Complètement aléatoire. Et d'ailleurs, on le voit avec le nombre de chaînes YouTube à succès de unboxing. Enfin, oui. À quel moment ces chaînes ont ramené autant de trafic, en fait, autant de followers, ou en tout cas autant de vues, et peut-être vont avoir beaucoup plus de pouvoir face à des sponsors pour aller produire du contenu, face à des personnes qui seraient très intéressantes, peut-être des scientifiques, des experts, des créateurs, de toutes sortes de créateurs qui vont être bloqués, et c'est le cas pour moi en ce moment par exemple, je travaille sur des projets, sur un projet sur les glaciers, et j'ai besoin d'aide financière, donc certains sponsors ou des aides à la création avec le CNC, les choses comme ça, et je me retrouve bloquée, je n'ai même pas droit de faire la demande parce que j'ai pas plus de 10 000 followers, parce que j'ai pris la décision il y a quelques années d'essayer d'avoir une relation plus saine avec les réseaux sociaux et de pas aller à la recherche de followers. Donc en fait, une décision qui était prise pour mon bien-être, pour ne pas rentrer dans le système, pour ne pas essayer de remplir et nourrir ce système qui n'est pas forcément sain, en tout cas à l'époque pour moi, de mon point de vue avec mes valeurs, se retourne contre moi maintenant, parce que pour un projet qui, évidemment, encore une fois, mon avis, ma perspective est intéressant et quelque chose qui aurait de l'impact positif sur la société, ne peut pas être fait, ne peut pas être produit pour l'instant et bloqué financièrement parce que je ne peux pas avoir ces aides. Et je trouve ça profondément injuste. Mais quelqu'un qui, à l'inverse, a peut-être essayé de vendre des produits polluants au max pendant les 5 dernières années, fait des énergies fossiles, on va dire tout polyester. Oui. On va pas nommer certaines grandes marques de fast fashion, mais voilà, et qui n'a fait que ça, et que se retrouve grâce à ça avec 3 millions de followers, va pouvoir aller voir un sponsor et dire « Ah, j'aimerais faire un documentaire sur les glaciers ou sur l'environnement », et on va dire « Ah bah oui, évidemment, voici l'aide ». Oui, parce que maintenant, ça fait partie de la norme, alors que ça devrait pas, malheureusement. Mais pour revenir pour l'équilibre, je pense qu'il faut se donner des horaires. Moi, je crois pas à la modération comme pour le sucre. Je suis une addicte et chaque fois que je reprends le sucre, je replonge dedans. Je ne peux pas me retenir et je pense que les réseaux sociaux, en tout cas pour les personnes comme moi, à personnalité un petit peu intense, j'arrive pas à avoir une vraie modération sur le long terme. Sur des petites périodes, oui, mais après, ça va tout de suite... Donc, ton conseil, ce serait définir des horaires clairs de... Je pense que c'est plus simple quand on a du mal. Vraiment de se dire, c'est pas mal. On y va de telle heure à telle heure. Et vas-y, fonce, va dedans. Plonge avec où tu te retrouves sur le profil de la cousine du cousin. Il y a des applications en plus qui peuvent aider à définir justement cette plage horaire pour un certain temps et ensuite on bloque. Le temps ne veut pas dire d'un coup. On peut se dire, tiens, on fait 10 minutes le matin, 10 minutes à midi, et 5 minutes, 10 minutes le soir. Et en fait, comme ça, on a l'impression d'y aller régulièrement. Donc, ça va être moins choquant que de se dire « Ah non, j'y vais pas pendant toute une journée » pour quelqu'un qui est tout le temps, ou en tout cas qui passe des heures. Ça risque d'être, il faut le dire, ça risque d'être très difficile. C'est la réalité, parce qu'on est tous à passer beaucoup plus de temps, et les recherches et les sondages le montrent, on passe beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux que ce qu'on avoue, ou en tout cas que ce qu'on croit. C'est comme les gâteaux, hein, on en mange beaucoup plus que ce qu'on dit. En tout cas moi. Et en fait, ça a un impact donc un petit peu peut-être réparti sur la journée. Et aussi, après, surtout pas le matin, surtout pas le soir, pas avant d'aller se coucher, pas au réveil, évidemment, parce que c'est les choses qui vont nous influencer le plus sur la journée. Essayer d'avoir cet espace au moins pour soi ou pour les proches avec qui on vit, parce qu'au final, on est sur notre téléphone avant même de se retourner et d'embrasser peut-être la personne qui est dans le même lit que nous, ou si c'est pas une personne, un câlin à son chien. C'est quand même choquant de se dire que la première chose... plus présent dans... Voilà, ou même présent réel. Pour soi au moins les 30 premières minutes du réveil. Après,
la vie prend le dessus, et chacun fait ce qu'il peut, et certaines personnes ont réellement besoin d'aller voir ce qui se passe pour leur métier actuellement. Ou pour s'informer aussi, parce que c'est très dur d'avoir aussi accès à l'information. Moi, je sais qu'aujourd'hui, avec toutes les fake news, ou en tout cas certains médias qui vont faire des raccourcis ou qui ne vont pas parler de certains sujets importants, malheureusement, comme le climat, les choses comme ça, il y a certains profils que je suis parce que je sais que c'est ma source d'information, c'est des infos fact-checkées qui sont importantes et j'y vais tous les jours, en tout cas le matin, pour vérifier que, ok, c'est intéressant, ça je savais pas, il s'est passé ça, là il y a telle loi qui vient de passer, on est en train de pousser pour telle loi, là c'est vraiment intéressant. Donc être très sélectif sur les profils aussi. Sur le moins de personnes possible. Ouais. Et aussi faire agir ou quand on voit des choses problématiques, les reporter. Okay. Alors pour terminer, j'ai 2 petites questions qui concernent plutôt la langue française. Ouais. Est-ce que tu aurais un mot ou une expression préférée en français? Au pétard. Au pétard et... Non, au pétard, je crois. On le dit à Chamonix, au pétard, parce que c'est... Ma mère, elle dit au pétard. C'est vrai. Au pétard, je crois. Et qu'est-ce que j'avais dit? Il doit y avoir d'autres choses que j'ai sorties aux Américains qui les ont fait. C'est marrant, parce que je pensais que c'était une expression vraiment du Sud. Ou mon chou aussi. Ah, mon chou, c'est mignon. Mon chou, c'est mignon. Et est-ce que tu aurais une recommandation culturelle? Quelque chose sympa pour apprendre le français? Un film, une chanson, un livre? Le Petit Prince. Le livre Le Petit Prince, pour moi c'est un classique français qui fait beaucoup réfléchir. Et en plus qui est plus facile au niveau de la langue, puisque c'est un livre d'adulte mais pour enfants, ou un livre d'enfant pour adulte. Je sais pas, c'est un petit peu les deux. Et c'est un grand classique, et en tout cas il est bien écrit, il est accessible au niveau de la langue, et les messages... poétique et facile à lire. Très beau. Et très bien illustré aussi. Donc, c'est un livre que j'ai offert à tout le monde aux États-Unis. Bon, en anglais, malheureusement, parce que pas tout le monde parle français, mais en tout cas, pour quelqu'un qui veut apprendre le français. Oui, c'est un bon premier objectif. Ouais. Et un classique de la littérature française. Tout à fait. Voilà. Et si les gens veulent te suivre, alors c'est un petit peu paradoxal maintenant qu'on a parlé de tout ça, mais si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Alors, pour assouvir vos addictions... c'est Leslie Coutran. Alors, je crois que c'est Leslie avec la barre du bas, je crois, et Coutran. Donc, voilà, c'est OUTRAND. Et sur Instagram, je suis plus vraiment sur Facebook. X, j'ai quitté pour les raisons que tout le monde connaît. Et je pense qu'il y a beaucoup d'avenir dans toutes les plateformes comme Substack ou les choses comme ça qui arrivent. Oui, c'est vrai. Je ne me suis pas renseignée sur la question, mais très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut.